les amateurs, j'ai l'impression qu'on est 10 fois plus à fond sur notre pratique en orchestre. J'arrive en répète, c'est comme si tu mettais tes pantoufles, tu te sens bien, t'es là, tout le monde est content de se retrouver et tout, c'est trop bien. Il faut adapter le répertoire aux musiciens et pas adapter les musiciens au répertoire. M comme musique. Épisode 4. Comment gérer le budget d'un orchestre amateur. En gros, on a des cotises. Les cotises servent à peu près à payer les salles de répétition. Et les concerts, c'est toujours en entrée libre et on fait toujours passer un chapeau en fait. Et normalement, quand ça va bien, le chapeau paye le concert. Plus ou moins, parce qu'en fonction de la location de l'église, des frais qu'on a pu avoir pour les percus, les harpes, les partitions éventuellement aussi, parce que ça arrive qu'on joue des œuvres sous droit, mais on essaie de pas le faire trop souvent parce que ça coûte cher, tout simplement. Mais du coup, voilà, globalement, c'est à peu près ça. Ouais, les sources de revenus, c'est à peu près ça. Comme le dit Kevin, l'une des principales sources de revenus d'un orchestre amateur, ce sont les cotises, les cotisations. Chaque musicien paie une certaine somme pour participer au fonctionnement de l'association. Le montant varie en fonction des frais plus ou moins importants qui sont générés par la pratique orchestrale. Tout dépend du modèle économique de l'orchestre. Est-ce que le ou la chef est rémunéré ? Les concerts sont-ils gratuits ou payants ? À combien s'élève le coût de location des salles de répétition et des lieux de concert ? De quel matériel les musiciens ont-ils besoin ? Les œuvres au programme sont-elles libres de droit ? Les réponses à toutes ces questions doivent être prises en compte pour faire les choix artistiques, logistiques et matériels qui permettront à l'association d'être à l'équilibre financièrement. Une autre source de revenus possible, ce sont les dons. L'Orchestre symphonique impromptu, dont Kevin est l'un des clarinettistes, est une association reconnue d'intérêt général, ce qui lui permet de fournir des reçus fiscaux à ses donateurs. Ces derniers, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises, peuvent alors percevoir une exonération fiscale. Les cotisations des musiciens de l'orchestre impromptu sont elles aussi défiscalisées à hauteur de 66%. Leur montant s'élève à 120 € pour les musiciens qui participent aux 3 sessions annuelles et à 40 € par session pour ceux qui n'en font qu'une ou deux. Pour les cotisants à revenus non imposables, les étudiants et les demandeurs d'emploi, la cotisation est de 20 € par an. À l'Harmonie La Sirène de Paris, la gestion de la trésorerie est la suivante. Les musiciens payent une cotisation, c'est 50 € l'année. Ensuite, les autres moyens de recettes, ça va être, on va faire des demandes de subventions parce que les harmonies, on a la chance de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle le plan fanfare. Quand on fait des commandes à des compositeurs, souvent on sollicite la SACEM, bon, ça couvre pas tout, mais voilà. Et on fait pas payer les concerts, mais on met un chapeau, donc il y a quand même une rétribution. Après, parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à vendre nos concerts en externe, quand on arrive à monter des partenariats avec des partenaires. Et après, sinon, on fait ce qu'on appelle des animations. Là, c'est le fait que on va nous demander de faire une prestation pour animer tel ou tel événement un peu privé ou même public. Mais alors pareil, on ne demande pas grand-chose, mais dans ce cas-là, on y va plus en mode fanfare. Et voilà, et ça dure 30 minutes, 1 heure, etc. Et on fait une petite animation. Et donc, ça mobilise moins de musiciens. Généralement, c'est plutôt 15-20 musiciens. Et donc, ça, c'est une petite source de revenus aussi. Louise, flûtiste de l'Harmonie, la Sirène de Paris, énumère plusieurs sources de revenus possibles. Tout d'abord, les subventions. Le plan fanfare, lancé en 2021, est un soutien financier apporté par le ministère de la Culture aux fanfares et aux orchestres d'harmonie. Il vise à soutenir et accompagner les projets des musiciens amateurs jouant dans ce type de formation et regroupés en associations. Les demandes de subventions se font via un formulaire en ligne et les dates de dépôt des dossiers et les montants octroyés varient selon les régions. Ensuite, Louise mentionne les recettes des concerts. Qu'ils soient au chapeau ou qu'une billetterie payante soit mise en place, les concerts permettent généralement aux orchestres de réaliser des bénéfices. Étant donné qu'il s'agit d'associations, les orchestres ne peuvent pas distribuer ces bénéfices à leurs membres, qui sont bénévoles. Les représentations en public sont organisées dans un cadre non lucratif, encadré par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création et à la création artistique. Ce que gagne un groupement d'artistes amateurs doit servir à financer ses activités et les frais engagés pour les représentations. Enfin, Louise évoque les prestations rémunérées. Jusqu'ici, les modèles économiques de l'Orchestre impromptu et de la Sirène de Paris sont assez similaires sur le plan des recettes. Ils diffèrent davantage concernant les dépenses. En effet, l'Harmonie La Sirène de Paris est propriétaire de son lieu de répétition, le pavillon de la Sirène, dont Louise est la déléguée générale, et possède un parc instrumental qui comprend des instruments, percussions, claviers, harpes, et du mobilier musical, pupitres, lampes, estrades pour les chefs. L'association peut donc se permettre de rémunérer son chef d'orchestre professionnel. Les sources de dépenses, ça va être principalement du coup le salaire du chef, qui est un chef qui est rémunéré, pro, et l'achat des partitions, parce que contrairement aux symphoniques, nous on a toute la problématique de l'achat des partitions, payer la SACEM,
Qui dit, partition qui n'est pas dans le domaine public, il y a des redevances. Location d'un camion, parce que qui dit harmonie, souvent dit beaucoup de percussions. Donc voilà. Location de salle, éventuellement, même si on arrive de plus en plus à nouer des partenariats avec des salles qui font que c'est pas payant, mais parfois il faut payer un gardien. Qu'est-ce que j'oubliais comme dépense ? S'il faut acheter des instruments ou des réparations, acheter du papier, enfin des petites choses comme ça. Et oui, c'est le gros des dépenses quand même. A l'inverse, l'orchestre impromptu ne rémunère pas ses chefs, mais doit payer la location de ses salles de répétition. Et lorsque les musiciens ont besoin de percussions, ils doivent généralement les louer. Dans tous les cas, la question de leur transport demeure. Des fois, c'est une galère pour aller chercher les percus, faut louer un camion, ou alors faut compter sur les musiciens qui ont une voiture. Quand on les loue sur plusieurs jours, faut les stocker quelque part. On peut pas les stocker dans un camion dans la rue, parce que l'assurance ne couvre pas dans ce cas-là. Enfin bref. Ça coûte un peu cher aussi, parce que ça coûte plus ou moins cher suivant les solutions qu'on prend, mais voilà, on peut pas non plus toujours compter sur les musiciens qui veulent bien aider à charger, décharger. C'est vraiment un gros bazar. L'une des solutions trouvées par l'orchestre impromptu lors d'une session consacrée au compositeur Mahler avait été d'emprunter les percussions de l'orchestre d'harmonie du chemin de fer du Nord. Pour jouer la 6e symphonie de Mahler, il faut en effet des timbales, un glockenspiel, des cloches, une grosse caisse, un triangle, une caisse claire, des cymbales, un tambourin, un célestat, bref, de très nombreuses percussions. Les louer aurait engendré un coût important. En revanche, le fait de jouer une œuvre composée au tout début du XXe siècle évite de payer des droits d'auteur. De manière générale, le répertoire symphonique est peu coûteux. La plupart des œuvres datent d'il y a plus de 70 ans et sont donc entrées dans le domaine public. Reste à se procurer les partitions, ce qui génère malgré tout des frais. Mais les dépenses liées au répertoire sont beaucoup plus importantes pour les harmonies ou pour les orchestres qui jouent des musiques de films. C'est le cas du Studi Orchestra, dont Rebecca, violoniste, est la présidente. Tous nos concerts, ils sont gratuits, et ça, c'est important de le mentionner, parce que du moment où on fait payer un concert avec de la musique pas libre de droit, les coûts sont pas du tout les mêmes. Donc nous, on déclare ce qu'on joue à la SACEM, et après on bosse soit sur des arrangements qui sont déjà édités, donc des partitions qui sont au final libres de droit, puisque soit on les a achetées, soit on les a récupérées, mais en tout cas elles sont éditées, donc elles sont potentiellement dans le domaine public. Ou alors après je récupère beaucoup de conducteurs un peu de partout sur internet en fouillant bien dans Troom. Et après on fait des arrangements pour que ça soit un peu plus ça passe un peu plus. La SACEM, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Fondée en 1851, elle soutient la création musicale en gérant les droits d'auteur. Elle peut, comme le mentionnait Louise, accompagner la création d'œuvres contemporaines lorsque des commandes sont passées à des compositeurs ou compositrices. Mais surtout, c'est auprès d'elle qu'il faut déclarer les œuvres jouées en concert, ce qui permet de rémunérer leurs auteurs. Obtenir les autorisations de la SACEM est donc un poste de dépense important pour le Studi Orchestra. À cela s'ajoute la location des lieux de répétition et de concert. Le Studi Orchestra répétait auparavant dans une salle gratuite, mais dont l'acoustique n'était pas adaptée à leur répertoire. Pour financer le changement de lieu de répétition, le montant des cotisations des musiciens a augmenté. Et malgré cela, le budget de l'orchestre reste serré. Louer un lieu de concert tel que l'église Saint-Marcel, située dans le 13e arrondissement de Paris, est de plus en plus difficile. Trouver des lieux adaptés à leurs pratiques, faire des partiels, c'est-à-dire des répétitions par famille d'instruments, jouer avec davantage de percussions. Comme l'explique Rebecca, ces exigences artistiques, qui évoluent depuis l'arrivée de leur nouvelle chef d'orchestre Lamia Ousni, ont un certain coût. Le Studi, avant, il répétait à peu près toutes les 2 semaines pendant 2h30. On a décidé de passer à 3h déjà et de répéter un tout petit peu plus souvent en rajoutant des partiels. Et comme maintenant les répétitions sont payantes, on a quand même des gros frais. La cotisation des musiciens, elle représente un petit peu moins que ce qu'on met dans les salles de répétition. En général, quand on voit ça au début de l'année, on part un peu mal. On n'est pas très confiant sur la suite, sachant qu'on n'a vraiment pas de trésorerie, quoi. On a un roulement de caisse entre 3 000 et 4 000 euros par an, donc c'est absolument rien. Et après, on a quand même aussi envie de faire des concerts dans des salles, notamment par exemple Saint-Marcel, où maintenant on essaye de faire tous nos concerts de fin d'année à Saint-Marcel. Mais Saint-Marcel, c'est une église que tout le monde s'arrache, et donc ils le savent très bien, donc ils augmentent leur prix. Maintenant, on a la chance aussi je pense que du coup, comme on se met des exigences un peu plus qualitatives depuis que Lamia le dirige, on fait quand même des chapeaux un peu plus conséquents. Dans les discours, quand je fais le discours d'accueil, je mets toujours un petit mot là-dessus en disant qu'on a vraiment besoin d'argent et tout ça.
Les gens sont quand même très enclins à nous aider, donc on fait quand même des beaux chapeaux, ce qui fait qu'on finit pas l'année trop mal. Mais en général, on est pile poil à l'équilibre, ou alors on a un déficit ou un gain de 300 €. En général, c'est vraiment pas énorme. Maintenant, si avant c'était notre batteur qui ramenait sa batterie à toutes les répétitions, tous les concerts, et puis le reste c'était de la petite percussion qui rentre dans une valise, quoi, ou un xylo pliable, ou des timbales électroniques. Mais beaucoup ça en moment. Et en fait, depuis qu'on essaye de mettre un petit peu plus d'exigence, on est obligé de louer des percussions. Enfin, on est obligé. On fait le choix de louer des percussions pour que ce soit plus intéressant. Et donc tout de suite, ça rajoute un coût, que ce soit l'allocation du matériel ou le transport. Donc ce qui fait qu'on a des frais de plus en plus conséquents. Et voilà. Le Studi Orchestra paye son lieu de répétition, mais pas sa chef d'orchestre, tandis que l'Harmonie La Sirène de Paris n'a pas de frais de location de salle de répétition, mais rémunère son chef, qui est professionnel. Être dirigé par un chef amateur ou professionnel, ce choix diffère d'un orchestre à l'autre. Et lorsque le ou la chef est professionnel, il ne reçoit pas forcément de salaire pour diriger un orchestre amateur. Certains orchestres font le choix d'être accompagnés par des musiciens professionnels pour la direction, mais aussi parfois parmi les musiciens, en faisant appel à des renforts pour consolider leurs effectifs ou en sollicitant des solistes professionnels. Dans le prochain épisode, 2 chefs d'orchestre professionnels racontent leurs liens avec des ensembles amateurs et les échanges qui se créent entre monde amateur et monde professionnel. M comme musique est un podcast écrit et réalisé par Savannah Guillon. Il est hébergé sur Audioblog.